Notre invité ce matin, Yves Gégaud, député de Seine-et-Marne, maire de Montereau. Yves Gégaud, bonjour. Bonjour. Et candidat à la présidence de l'UDI. Bien, on va parler du centre en France, mais je rappellerai aussi que vous êtes l'auteur d'un livre paru au printemps qui a pour titre « Marine Le Pen arrivera au pouvoir, sauf si ». Vous allez nous dire ce qu'il y a derrière le « sauf si ». Marine Le Pen est prête à arriver au pouvoir, selon vous? Moi, je crois que Elle pourrait être au pouvoir en 2017? Ça reste improbable, mais ça devient possible. Et je pense qu'elle est déjà au deuxième tour de 2017. Déjà, quand on regarde les échéances, quand on écoute les Français, le populisme, les explications simples aux problèmes compliqués gagnent des parts de marché, si j'ose dire. Donc ça reste un scénario très improbable, mais ça devient possible. Alors vous nous direz, où est le sauf-si? Est-ce qu'il y a derrière le sauf-si? Votre femme est-elle encore payée pour être votre assistante parlementaire? Oui, c'est la transparence qu'il faut dans ce domaine. Moi, j'ai toujours été transparent. Ma femme a été une collaboratrice d'Alain Juppé. C'est une professionnelle de la communication. Elle travaille avec moi et je Elle travaille toujours avec vous. Depuis le début, j'ai toujours dit dans tous les médias. Et je pense que ce qui tue au fond et ce qui inquiète les Français, c'est quand il y a de la dissimulation. Et il faut être transparent sur ces questions-là. Moi, j'approuve parfaitement ce qu'a fait Claude Barthelone, qui va publier sur le site internet de l'Assemblée les revenus, le patrimoine, qui est-ce que vous avez comme collaborateur. Et il n'y a pas de raison de cacher les choses, parce que ça donnerait le sentiment aux Français que vous voulez dissimuler des turpitudes. Comme moi, je suis pour cette transparence, je l'ai toujours pratiquée, je n'ai aucun souci avec ça. C'est le manque de transparence qui conduit à cette petite polémique autour des activités de l'épouse de Jean-François Copé. Oui, la dissimulation, quand il s'agit de l'argent public et de la chose publique, est la plus mauvaise chose qu'on puisse rendre comme service à la démocratie. Donc mettons en place des outils de transparence. Moi, je serais assez favorable d'ailleurs qu'il y ait des comités de transparence attachés aux partis politiques, indépendants des partis, qui permettent aux citoyens de tout savoir. Toutes ces affaires abaissent la démocratie, dévalorisent le travail des élus et donnent le sentiment qu'au fond, la classe politique n'essaye que de se protéger elle-même ses petits avantages. Eh bien, il faut mettre sur la place publique la vérité des choses et vous verrez que ça ira mieux. Il faut surtout aussi que les hommes politiques règlent les problèmes des Français, parce que nous sommes quand même d'abord élus pour ça. D'accord, on va en parler. Mais est-ce qu'on doit interdire aux députés d'employer sa femme, son fils, sa fille ou un membre de sa famille? Ça existe au Parlement européen, c'est interdit. Oui, il y a déjà eu d'ailleurs des éléments qui ont été faits, puisque la rémunération d'un collaborateur quand il est de votre famille est limitée, est plafonnée. Vous ne pouvez pas le payer comme un autre collaborateur sur cette question. Donc il y a déjà des choses. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Moi, j'ai aucun problème sur ce sujet-là. Je pense que la première étape, c'est déjà de mettre tout sur la table. C'est déjà de dire qui embauche qui. Et quand vous avez, comme moi, la chance de travailler avec quelqu'un qui était collaboratrice d'élu avant que de me connaître et avant que on se marie et qui collabore avec moi, il n'y a pas de raison que les gens ne le sachent pas. Big Malion, vous avez travaillé avec Big Malion? Non, moi... Est-il vrai que l'un de vos collaborateurs était payé par Big Malion? C'est vrai ou pas, ça? Pas un de mes collaborateurs, non. Non, pas un de mes collaborateurs, non. N'est pas payé, non. Non, j'ai pas eu de collaborateur payé par Big Malion. Et vous n'avez jamais travaillé avec Big Malion? Moi, personnellement, non. À titre privé, j'ai jamais travaillé avec Big Malion. J'ai jamais eu de collaborateur qui était rémunéré par Big Malion. Je dis ça parce que j'ai lu ça, on lit beaucoup de choses, remarquez. Vous savez, quand on est candidat à la présidence d'un parti, il y a deux choses. Il y a une confrontation de personnes, et puis il y a un certain nombre de réseaux, de mini-cabinets noirs qui essayent de faire sortir toutes sortes de choses sur le compte des adversaires, histoire de les dévaloriser. J'ai un peu de bouteille en politique. Il faut passer au-dessus de ça, parce que l'intérêt, c'est quand même l'intérêt de notre pays, c'est quand même ce qu'on va faire de ce parti, en l'occurrence l'UDI, plus que de répondre à des polémiques obscures et souvent puantes. Yves Gégaud, vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy. Oui, comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens. Écoutez ce que m'écrit Florence, qui est une militante de l'UMP. Je suis ulcéré par le mépris et l'arrogance des dirigeants de mon parti. Vous avez été à l'UMP, oui, bien sûr. Yves Gégaud. Il est bien loin l'esprit du gaullisme. J'ai été élevé dans la rigueur. Malgré les embrouilles et les magouilles déjà des Pasqua, Garot, Juillet et Chirac, ils n'étaient pas des saints, mais ils n'étalaient pas leurs petits désaccords
entre amis sur la place publique. Je suis écœuré d'apprendre tous les jours les turpitudes d'aujourd'hui. La fille d'une amie que je connais, qui travaille au secrétariat de l'UMP comme petite secrétaire, m'a raconté que Jean-François Copé est parti avec des documents comptables de la présidence de Nicolas Sarkozy. Bref, ce parti n'a jamais été blanc-bleu, mais avant on y mettait la forme. Quand je vois ce qui se dit, ce qui s'écrit, quand je vois Rachida Dati se répandre dans la presse, répandre sa haine, quand je vois Nadine Morano faire la même chose, eh bien, j'ai déchiré ma carte. Nous sommes d'ailleurs un petit groupe d'une dizaine de militants à avoir déchiré notre carte. Vous allez les accueillir, tous ces militants déçus de l'UMP, Yves Gégaud, à l'UDI? L'analyse qui était celle de Jean-Louis Borloo, oui, c'était quoi? En 2011, oui. C'était que dans l'offre politique française entre le socialisme qui n'a pas su s'adapter au monde qui change et l'UMP enfermé à la fois dans une droitisation et aujourd'hui dans des querelles qui deviennent des querelles de personnes au relent d'affaires, il fallait une nouvelle offre politique. Il fallait créer un nouvel espace politique pour rassembler des Français qui croyaient encore en l'avenir de leur pays et qui pensaient encore que c'est la démocratie, donc les partis politiques, qui apportent les solutions de l'avenir. C'est ça l'âme de l'UDI, c'est ça la volonté du fondateur de l'UDI, Jean-Louis Borloo. C'est pour ça, moi, je me présente à sa succession. C'est pour essayer d'offrir aux Français un espace démocratique, politique, pour construire un nouveau modèle français et essayer de sortir de la déliquescence des partis politiques. Entre des socialistes incompétents et des UMPistes inconséquents, je pense qu'il faut reconstruire quelque chose. Je ne sais pas si nous y réussirons. Je constate que la situation du pays et le rejet de la classe politique dans son ensemble, elle est majeure, mais je sais que c'est la seule voie. C'est la seule voie dans une démocratie pour y arriver. Je ne sais plus comment voter, dit cette dame de 75 ans. Mais elle n'est pas seule. Je ne sais plus que faire. Elle n'est pas seule. Quand vous voyez ce qui se passe à l'UMP, vous avez été membre de ce parti. Ça vous fait mal, Yves Gégaud? Ça vous fait mal. Maintenant, vous avez tourné la page de l'UMP. D'abord, j'en suis parti. Vous êtes surpris? J'en suis parti pour un certain nombre de raisons. D'abord, des raisons de fond, idéologiques. Je ne partageais plus des dérives... Avec Nicolas Sarkozy, avec l'UMP, au moment où j'ai quitté l'UMP. Et puis, j'en suis parti aussi parce que l'UMP était devenue une juxtaposition d'écurie présidentielle où, au fond, le parti n'agissait qu'en fonction des intérêts des uns et des autres dans les prochaines échéances. Et que je considère que, dans l'offre politique, la base, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la France, c'est le projet. C'est ce que je porte avec Chantal Joanneau à l'UDI. On veut d'abord travailler sur un projet. Qu'est-ce qu'on va offrir aux Français pour leur avenir, plutôt que de savoir quel est le casting. Eh bien, on en voit toutes les limites. Et oui, je suis malheureux. Oui, je ne reconnais pas l'UMP. Oui, je pense que l'UMP est à l'agonie. Et oui, je voudrais mettre un peu d'énergie pour construire une nouvelle offre politique, parce que je considère qu'il n'y a dans une démocratie que la voie politique pour s'en sortir par par les canaux républicains. Oui, avec des alliances électorales futures, peut-être avec l'UMP ou à gauche aussi. Pourquoi pas, Yves Gégaud? Pourquoi pas? Vous êtes ouvert à tout. Moi, je suis ouvert à ce qu'on apporte des solutions aux Français qui attendent de nous qu'on change le modèle. C'est ça le sujet. On va en parler. Tiens, soyons concrets. Hier, puisque vous défendez je ne vais pas appeler le Made in France. Vous, c'est l'origine France garantie, Yves Gégaud. Mais vous vous retrouvez avec Arnaud Montebourg sur ce terrain-là. C'est une belle idée, mais j'ai l'impression que ça n'avance pas beaucoup, cette idée du fabriqué français, ou du fabriqué en France. Vous savez, ma grand-mère disait... grand diseux, petit faiseux. Je crois qu'Arnaud Montebourg, malheureusement, il a des orientations, volontarisme, une envie patriotique qui est intéressante, mais derrière, ça se traduit par rien ou pas grand-chose. D'abord, ça se traduit par beaucoup de chômage. Quand on est ministre du redressement productif depuis 2 ans et qu'il y a 500 000 chômeurs de plus, on ne peut pas dire que ce soit une réussite. Tous les indicateurs, il y a encore des chiffres qui sont tombés hier, production industrielle en baisse, enfin c'est une catastrophe économique. Et au fond, le discours un peu volontariste d'Arnaud Montebourg, il ne suffit pas s'il n'est pas suivi d'actes. Et pour l'instant, les actes, on ne les voit pas venir. Et sur le Made in France, sur le fabriqué en France, à part avoir posé à la une d'un magazine, les résultats de son action, ils sont invisibles. Oui, et où en êtes-vous d'ailleurs de votre label Origine France Garantie? Ça avance? 1300 labellisés, 600 entreprises se sont réunies dans une association, et au fond, on fait une toute petite chose. On donne aux Français une indication sur l'origine du produit qu'ils achètent.
mais ça marche bien. Et c'est une des politiques qui peut être porteuse d'emploi, qui peut être surtout porteuse d'information pour les consommateurs. Protectionnisme, une forme de protectionnisme. Moi, je me place dans l'idée d'informer le consommateur. Vous voyez, la veste que vous portez, vous avez envie de savoir où elle est fabriquée. Elle est fabriquée en France. Voilà, moi aussi, elle est fabriquée en France. Et donc, ça m'intéresse de dire, tiens, en achetant... C'est fabriqué au même endroit, d'ailleurs. C'est possible. Pas possible. C'est bien possible. Parce que en achetant un produit fabriqué en France, il me plaît, je peux me l'offrir et en plus je donne du travail à des Français. Donner une information aux consommateurs, c'est déjà un levier pour la croissance. C'est pas grand-chose. Moi, j'ai fait ça à titre privé dans une association de chefs d'entreprise. Mais la politique du gouvernement, elle tape à côté de la cible nécessaire. Qu'est-ce qu'elles demandent les entreprises aujourd'hui ? Moins de charges ? Et qu'on libère leur capacité à produire, qu'on desserre les contraintes, notamment les contraintes du Code du travail. Je ne retrouve rien dans ces deux demandes des entreprises, dans aucune des déclarations du gouvernement. Je vais revenir sur le pacte de responsabilité, quand même. C'est un effort. Un effort il n'est pas appliqué. Ah bon, alors on va en parler. Mais juste un petit détour par le traité transatlantique. Ce fameux traité, ouverture des discussions il y a 1 an maintenant, entre l'Europe d'un côté et les États-Unis de l'autre. Beaucoup d'opacité autour des négociations. Il faut continuer ou pas ? Pas comme ça. Il faut que le nouveau président de la Commission européenne interrompe les négociations. Il faut interroger les parlements des 28 pays d'Europe pour avoir un mandat clair. Parce que donc là, au bout d'un an, un an après l'ouverture, absence de transparence. Il faut. Donc vous demandez à ce que on interrompe les négociations. Qu'on prenne le temps d'avoir un mandat clair, à la fois de la Commission, de la nouvelle Commission européenne, mais surtout des parlements des 28 pays concernés en Europe. Il n'est pas normal qu'on aille négocier un traité qui va mettre en jeu l'avenir de nos entreprises sans que les parlements nationaux aient eu leur mot à dire sur ce sujet, et qu'une fois qu'il y aura un mandat clair, M. Juncker reprenne son bâton de pèlerin pour se mettre autour d'une table avec les Américains pour négocier, et négocier en défendant les intérêts de l'Europe. Sinon, l'Europe ne sert à rien, et sinon, il faudra des traités bilatéraux entre l'Amérique et la France, plutôt qu'à l'échelon européen. Je crois que c'est le bon échelon, mais je crois qu'il y a une responsabilité de Juncker qui est d'interrompre ces négociations et de reprendre les choses en étant fort d'un mandat collectif des 28 pays d'Europe. Vous ne pouvez pas faire les choses dans le dos des nations, c'est pas possible. Yves Gégaud, on parlait du pacte de responsabilité, et vous dites qu'il n'est pas appliqué pour l'instant. Non. Bon, 40 milliards d'aides aux entreprises, d'après ce que dit le gouvernement. Vous ne les voyez pas ? Les seules baisses des charges depuis l'arrivée de ce gouvernement, c'est le fameux CICE, le CICE. Dont les entreprises ont consommé 12 milliards de baisses. Tout le monde disait, le rapport gallois, tous les rapports disaient il faut au minimum 20 milliards. Dans le pacte de responsabilité, François Hollande avait dit la main sur le cœur, j'irai à 30 milliards. 2 ans après, 6 mois après cette annonce, il y a 12 milliards de baisses de charges qui ont été accordées aux entreprises, pas un centime de plus, c'est bien le problème. Et comme dans le même temps, on a augmenté les impôts de 30 milliards, vous voyez bien que c'est un jeu à somme nulle. Lorsqu'il dit on va baisser les impôts des classes moyennes, vous le croyez ou pas ? La duplicité du Premier ministre, c'est insupportable. Vous mettez 30 milliards d'impôts, puis après vous dites je vais baisser de 300 millions. Vous voyez, j'ai fait un gros effort. Vous savez, vous mettez un gros coup sur la tête, puis après vous mettez un pansement. Je vous disais, ça va mieux, je vous ai mis un pansement. Même chose, par exemple, sur les questions de l'apprentissage. On a supprimé 500 millions dans les crédits de l'apprentissage, et voilà Monsieur Valls qui vient tout fier dire à la conférence sociale, je mets 200 millions. Mais il ne rétablit même pas ce qu'il a trouvé en arrivant. Ce gouvernement est dans la duplicité. Ce gouvernement ne prend pas les décisions courageuses, ne dit pas la vérité aux Français. On est dans le discours, on est dans les diseux, alors qu'il faudrait qu'ils soient des faiseux. C'est ça le fond du problème. Et faire, c'est être courageux. Faire, c'est combattre une majorité socialiste qui ne veut pas d'une certaine mesure. Et donc, on est dans les tout petits pas, dans les mesurettes, dans les effets d'annonce. Mais en attendant, le pays s'effondre. Oui, le pays... Ça veut dire quoi ? Le pays s'effondre ? Ça veut dire que la présidence Hollande pourrait ne pas aller à terme ? Je le crains. Je ne le souhaite pas, mais je le crains. Jean-Jacques Bourdin, on vient de passer la barre des 5 millions de chômeurs, toutes catégories confondues, du jamais vu. En 2 ans de François Hollande, on a fait 500 000 chômeurs de plus. Et ça n'arrête pas. Cela dit, le chômage avait commencé à augmenter avant l'arrivée de François Hollande. Bien sûr, mais déjà 500... Et vous étiez au gouvernement.
Si quelqu'un avait la baguette magique, faudrait le dire. Simplement, des gens qui ont tant promis d'inverser la courbe du chômage, qui nous expliquent à longueur de déclaration que tout ce qu'il fait est formidable et où les résultats sont exactement le contraire, il faut se poser une question. Le pays n'en peut plus, il y a le feu, les gens sont en colère, ils n'en peuvent plus, ils supportent plus les politiques, ils supportent plus le gouvernement. Et effectivement, moi je crains, je ne le souhaite plus pas. Les politiques, vous les autres. Mais bien sûr, mais évidemment, mais vous pensez que je suis différent des autres, vous pensez que je fais partie du lot et on est dans le même sac, et c'est Marine Le Pen d'ailleurs qui utilise cette haine du politique à son profit. Et il faut qu'on ait conscience de ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la question. Eh bien moi je voudrais, avec un parti politique qui s'appelle l'UDI, qui est un parti indépendant, offrir un nouveau modèle, dire aux Français, on va pas commencer à vous parler de celui qui sera Miss France 2017 ou Mister France 2017, on va vous parler du projet. On va vous expliquer ce qu'on veut faire pour la France. Comment changer l'école, comment changer l'organisation territoriale, comment refondre le modèle social. À une réforme territoriale, je suis favorable à une réforme, mais qui n'est pas simplement un arrangement entre socialistes sur le dos des régions. À une réforme qui a des ambitions, qui a des objectifs. À la réduction du nombre de régions. Je vais vous dire, la suppression des conseils généraux. Globalement, je suis favorable à beaucoup de choses que dit le gouvernement. Ce que je constate, c'est qu'il ne les met pas en œuvre et que sa méthode est une méthode du petit pas et du pansement, alors qu'il faut des médicaments, voire de la chirurgie pour soigner la France. Et donc, avec l'UDI, nous voudrions bâtir ce projet de refondation du modèle français, dire aux Français, il y a une voie politique qui est possible, il y a des hommes et des femmes qui ont une histoire et un passé, mais qui sont prêts à s'engager pour essayer d'apporter des solutions à notre pays, et mobiliser des Français pour y arriver. Si on ne le fait pas, il restera quoi? Marine Le Pen. Oui. Mais Yves Gégaud, vous êtes candidat à la présidence de l'UDI, vous dites petit parti, encore. 21 mois d'existence, on a gagné un tiers des villes aux municipales, on a fait 10% aux européennes. C'est une bonne base. C'est quoi mon rêve? Non, mais je vous dis ça parce que petit parti, mais beaucoup de candidats à la présidence. Jean Arthuis, Jean-Christophe Lagarde, Emmanuel Pascoviel, Hervé Morin, Jean-Christophe Fromentin et vous-même avec Chantal Joanneau. Et il y aurait qu'un candidat. La politique, non. Mais il y aurait qu'un candidat, vous diriez petit parti, vous n'avez pas de leader. La politique, c'est que ça. Moi, je voulais pas qu'il y ait d'élection. J'ai essayé de faire en sorte qu'on s'entende avec les uns et les autres, qu'on fasse une sorte de présidence tournante, qu'on soit raisonnable, qu'on ne se coxe pas en public, qu'on ne sorte pas des affaires fétides pour mettre l'autre en cause. Parce que je sais ce qu'est la vie politique. Il y a un certain nombre de leaders de l'UDI qui ont des guerres rentrées, qui se font la guerre depuis 15 ans, qui veulent les importer sur le territoire de l'UDI. De François Bayrou dans le coin. Sans doute pour. Et si on dépassait tout ça, si on disait aux Français, on va pas travailler sur ces sujets-là, les hommes sont les hommes, les compétitions sont les compétitions, quel est le modèle? Qu'est-ce qu'on veut faire de la France? Comment on va le faire? Avec quelle méthode? Avec quel calendrier? Comment on va le faire? Première mesure que vous prendriez, vous êtes au pouvoir, vous arrivez, première mesure. Sur la réforme fiscale. On ne peut pas garder 750 impôts alors qu'il y en a 25 en Allemagne. On ne peut pas continuer d'avoir une fiscalité qui prive les Français de pouvoir d'achat, qui prive les entreprises de compétitivité et qui ne rapporte plus assez à la chose publique. Il faut 2-3 grandes réformes sur lesquelles il faut faire, une fois élu à la présidence de la République, celui qu'il sera, il faut qu'il propose aux Français un référendum d'approbation d'un agenda et qu'il mette en œuvre ces réformes. Et puis si les Français refusent le référendum, je vais vous dire, le président de la République qui serait élu en 2017, si les solutions qu'il propose ne sont pas retenues, il faut qu'il s'en aille. Parce que c'est ça la dignité politique, c'est de dire c'est pas mon mandat avant tout, c'est l'intérêt du pays. Et si vous ne voulez pas des solutions que je vous propose, eh bien moi, élu de vous, de la nation, je m'en irai. Yves Gégaud, merci. Il est 8h55, merci d'être venu nous voir ce matin.